Et bonjour tout le monde, Ligue 1 Legends, c'est la reprise. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau stream Culture Ligue 1 sur la chaîne Twitch de la Ligue 1 Uber Eats. Qui plus est avec un invité de marque aujourd'hui puisque monsieur Jean-Marc Furlan est avec nous. Comment ça va Jean-Marc? Merci d'être avec nous. Ça va très bien, merci. Ça va. Même si je suis, je ne vous cache pas, licencié. mais bon, ça a été très difficile pendant un mois et demi. Je n'ai pas eu beaucoup d'explications, mais bon, maintenant ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et au moins, vous avez un petit peu de temps libre à partager avec nous grâce à ça. Nous, on y voit notre intérêt. Oui, voilà. Exactement. C'est-à-dire que comme disait Didier Deschamps, quand tu es entraîneur de football, tu n'as pas de vie sociale. Tu n'as aucune vie sociale quand tu es dans un club. C'est pas comme quand tu es sélectionneur. Oui, tu as une vie sociale quand tu es sélectionneur, c'est ce qu'il disait Deschamps. Mais c'est vrai que quand tu es entraîneur de football, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est très prenant. C'est vraiment très agressif de ce point de vue-là. Il faut que ça soit une passion. Si c'est pas une passion, tu ne peux pas. J'ai plein de copains qui se sont arrêtés au bout de 6-7 ans parce que c'était pas une passion. Et il faut que ça soit véritablement une passion pour pouvoir survivre à ça, oui, c'est vrai. Et tenir sur la durée. Ancien entraîneur d'Auxerre, donc, dont on parle là aujourd'hui. On a une petite chronique sur la JOCR, de Brest et bien sûr de l'Estac, entre autres. Samy, ancien entraîneur du PSG, mais sur Football Manager, par contre, est avec nous. Oui. Et j'ai gagné la Ligue des Champions plusieurs fois, pour te dire. Ça va très bien. Bonsoir à tous. Franchement, j'étais excité avec cette émission, que ce soit les sujets, le super invité, parce que voilà, on connaît Jean-Marc Furlan, grosse personnalité, très bon invité, donc très excitant. Seul bémol, le maillot de Ligue 2 de notre ami, je vise mal, de notre ami, c'est Ligue 1 Legends. Adrien, c'est pas Ligue 2 Legends. Voilà. C'est juste pour prévenir. Ça commence. Bah écoutez, merci de m'accepter par sincèrement, moi ça me va le maillot des Girondins, ça me va. Ah bah voilà, moi j'ai quelqu'un avec moi aujourd'hui. J'ai passé 6-7 ans là-bas, donc ça me va très bien. Moi ça me va très bien. Parce qu'attention, avec son bon maillot de Bordeaux, Adri. Nous quand on était, à l'époque, quand on était vraiment aux Girondins, c'était un club très british. Et on était complètement malades. Que des serial killers. C'est des malades mentaux, je te jure. C'est vrai, je te le dis, ça c'est vrai. Ah, ils étaient un petit peu plus gentils ces dernières saisons par contre. Ouais, même un peu trop, on va pas se mentir. Ouais. C'est vrai. Tandis que nous, on était vraiment des tueurs à gages. Putain. Vous voulez pas revenir, Jean-Marc Vous voulez pas revenir, Jean-Marc, pour leur faire ce petit test d'esprit tueur à gage? Ça vous dirait pas un petit peu de remettre les Girondins comme vous étiez là Ah non, moi ça me plairait effectivement beaucoup. Mais d'ailleurs, je crois que ça plairait aussi aux supporters, puisque j'ai eu beaucoup de retours de ce point de vue-là. J'ai eu beaucoup de retours. Mais oui, ça me plairait beaucoup, parce que en fait, c'est mon sang, quoi. C'est mon origine. Les Girondins, c'est là où j'y suis rentré à 14 ans et demi, 15 ans, les premiers centres de formation, et j'y suis resté jusqu'à 18 ans, je rentrais en Ligue 1. Et d'ailleurs, il y avait aussi pas mal de barjots, comme Raymond Camus, le Basque, comme Bergerot, des fous furieux. Et donc, c'était vraiment très, très sympa, oui, j'ai beaucoup aimé, ouais. Avant de commencer avec les sujets de l'émission, on voulait rendre un hommage d'abord, un hommage à Modeste Mbami, l'ancien joueur de l'OM, du PSG, qui nous a quittés le 7 janvier dernier à seulement 40 ans. Exactement, Alex, tu l'as dit, on s'est permis de faire un petit hommage avec ce but qu'il avait inscrit avec l'Olympique de Marseille, un des deux plus grands clubs qu'il a fréquenté, avec aussi le Paris Saint-Germain. On n'oublie pas bien sûr ses clubs au Cameroun et aussi Sedan en Ligue 1. Petit hommage parce que il nous a quittés soudainement. C'était un joueur qui était très aimé par ses entraîneurs, ses coéquipiers. Une crise cardiaque foudroyante. C'était vraiment très soudain pour ses proches et pour le monde du football. Mbami, c'est quand même 228 matchs en Ligue 1 pour 2 buts et 5 passes décisives, 2 Coupes de France, une avec Paris, une avec l'OM. Comme ça, il mettait tout le monde d'accord. Et en plus de ça, une médaille d'or olympique. Donc on voulait rendre ce petit hommage, montrer des images de Modeste, qui a beaucoup apporté aussi au football camerounais, au football africain. Donc une pensée pour ses proches et sa famille.
Jean-Marc, on parlait du volume de jeu, l'importance du volume de jeu juste avant l'émission. Modeste Mbami, du volume, il en avait. Hein. Oui, beaucoup. Ouais. Il avait beaucoup de volume. Et c'est vraiment très, très triste. Et parfois, ça arrive souvent aux sportifs de haut niveau, dans beaucoup de sports. Et c'est vraiment très... Mais lui, il avait un très, très gros volume. D'ailleurs, au football, comme je vous le disais, ce qui est très, très important, c'est d'avoir une belle VAM. Et c'est ce que disait d'ailleurs Suodo, Jean-Claude Suodo, quand il recevait un joueur, il lui disait « Est-ce que tu aimes courir ?» Voilà, parce que voilà, il faut aimer avoir du volume. Parce que si tu as du volume, alors là, tu peux effectivement... d'ailleurs, moi, la plupart des joueurs que j'ai eus, pour certains, d'ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, Benjamin Ivé ou d'autres, ou Mounir Obadi, ou des gars comme Djibril Sidibé ou Matuidi, ces joueurs-là que j'ai eus, et même des gars comme Gamero ou Chederlin, c'était des gens qui étaient capables de faire un marathon là, le matin. Tu les mettais en tennis et en short, ils te faisaient un marathon, les mecs. Tu vois, c'était. Et de ce point de vue-là, pour un entraîneur, c'est très important. Oui, c'est très important. Allez, c'est très triste l'histoire de Mbami. Ouais, totalement. Je vous donne les sujets d'aujourd'hui. Je vois que vous êtes déjà nombreux sur le chat, ça fait très plaisir. On va donc parler de la JOCR, pas celle de Giroud. Cette fois, on en a beaucoup parlé dans cette émission, mais il y a une autre JOCR dont on parle moins, mais qui a fait aussi beaucoup de belles choses, celle de Jean Fernandez, d'Irenos Gelen. Donc voilà, on va revenir dessus. Un gros débat juste après sur un joueur qui a marqué les esprits en Ligue 1. C'était il y a pas si longtemps que ça, mais on peut déjà se permettre d'en parler dans cette émission. C'est déjà du passé. Un joueur qui a marqué les esprits tant positivement que négativement et qui cristallise encore quelques petits débats. Javier Pastore, au final, est-ce que c'est un top ou un flop du PSG ? J'ai l'impression que personne n'est d'accord sur cette question. On va essayer de trancher sur cette question aujourd'hui. Une petite compilation aussi, une petite compilation vidéo qui fera plaisir aux yeux avec les plus beaux dribbles de Ligue 1. Et pour terminer, Samy nous fera le portrait d'un joueur un peu oublié, l'histoire du prince oublié de Monaco. Je vous en dis pas plus, un joueur à découvrir ou à redécouvrir. Et on terminera, comme d'hab, bien sûr, par le petit quiz d'Amaury, dont on ne connaît pas le sujet. Le sujet a été changé au dernier moment, suspense total, on part tous de zéro, on n'a pas du tout pu étudier le sujet. Là, vraiment, ça sera avec nos connaissances et rien d'autre. Jean-Marc, avant de lancer le premier sujet, j'aimerais profiter de votre expérience de cette Ligue 1 que vous connaissez en long, en large, en travers. Et globalement, j'aimerais savoir, vous pensez quoi de son évolution sur ces 20 dernières années ? Parce qu'on a beaucoup critiqué la Ligue 1, notamment il y a 15 ans, 15-20 ans à peu près. Je trouve qu'il y a eu un travail assez fou qui a été réalisé. Et pas que le PSG, on parle beaucoup du PSG, mais je trouve qu'il y a pas mal d'autres clubs. Je voulais avoir un peu votre avis sur la question. Non, en fait, par rapport à ce qu'on vit, moi, ce que j'ai vécu au XXe siècle, et on en parle souvent avec les joueurs, c'est que quand tu étais au XXe siècle, contrairement à maintenant, tu pouvais avoir l'OM ou le PSG 14, 15e ou 16e. Ça m'est arrivé souvent. Et tu pouvais avoir des équipes dans le premier tiers. Là, maintenant, tu te rends compte que tout est lié beaucoup à l'économie, au budget et à la capacité des clubs, d'abord à être bien gérés, parce que c'est systémique, c'est un système, c'est comment tu es capable de très bien gérer, et surtout, tu te rends compte qu'en fait, depuis 10-12 ans, tu as toujours les mêmes clubs qui sont en tête, qui sont devant. Et tu te rends compte que c'est très très rare d'avoir le PSG, l'Olympique Lyonnais, qui est 8e maintenant, ou d'avoir le LOSC ou le Stade Rennais, qui a un gros budget, être dans les 5 ou 6 derniers. Alors que moi, je me rappelle, quand j'ai joué en Ligue 1, au XXe siècle, tu te rends compte que effectivement, tu pouvais avoir, ça m'est arrivé souvent, avoir l'OM qui était 14 ou 15e et avoir le PSG qui était 14 ou 15e. Et donc maintenant, ça a beaucoup évolué sur le plan économique. Sur le plan, c'est comme regarde, moi j'ai l'image d'un entraîneur qui fait monter les équipes de Ligue 2 en Ligue 1. Mais quand je suis en Ligue 1, j'ai jamais eu là cette année on était le 17e ou 18e budget.
Auxerre. Voilà. Et moi, j'ai jamais eu en Ligue 1, d'ailleurs j'en rêve, d'être au PSG, au Olympique Lyonnais ou à Monaco, parce que là, tu as des joueurs fantastiques et tu peux gérer, tu peux avancer et gérer. Tandis que tu te rends compte que oh la Blaise, trop bien, oh putain. On a quelques images de vous avec vos joueurs à Strasbourg 3 et forcément il y a du Gamero, il y a du Matuidi et du Benjamin Nivet. Oui. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, tu vois, par rapport à ce qu'on vit maintenant, c'est complètement différent que de ce qu'on a vécu au XXe siècle, parce que d'ailleurs la société en général, parce que le football est le reflet de notre société, c'est que tu te rends compte qu'on est vraiment sur un domaine très économique et très financier. Et tu te rends compte qu'effectivement, tu as les 4 ou 5 meilleures équipes depuis 5, 6, 7 ans qui sont toujours devant, quoi. Alors il y en a une en exception qui peut être en danger, qui peut de temps en temps chuter, mais en général, tu as 5-6 équipes qui sont les mêmes et qui sont devant. Et en termes d'évolution, peut-être au niveau du jeu, vous avez vu une différence? Parce que c'est vrai qu'à une époque, on regrettait un peu de voir que des coachs français. Là, on a vu de plus en plus de coachs étrangers arriver, donc certainement que ça a dû un petit peu inspirer d'autres coachs. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose à ce niveau-là? Non, alors en fait, tu te rends compte que les clubs français qui sont quelque part, d'abord nous, on a les meilleurs joueurs du monde avec le Brésil. Alors le Brésil, ils sont 5 fois plus nombreux, mais nous, on a les meilleurs joueurs du monde. Et ça, c'est nos politiques qui ont réussi à faire ça, parce que on a su intégrer, et le français aussi, il a su intégrer toutes nos colonies et tout ça, et on a les meilleurs joueurs du monde. Tu te rends compte que à Moscou, il y avait 52 joueurs à la Coupe du Monde à Moscou, 52 joueurs qui étaient nés en France et qui avaient été élevés en France. C'était fou, ouais. dans toute la Coupe du Monde. Et donc nous, on a, mais alors il y a plein de présidents étrangers qui ont racheté les clubs français. Tu te rends compte, il y en a beaucoup. Et quelque part, ils ont fait venir aussi des entraîneurs étrangers, mais ça nous apporte beaucoup aussi, parce que tu te rends compte que par rapport à ce qu'on vit, très sincèrement, par rapport à ce qu'on a vécu quand il y avait le FC Nantes, où il y avait Sochaux à l'époque, moi, dans mon époque à moi, les équipes qui tournaient comme des bombes et qui jouaient un football très très offensif, c'était le FC Nantes, c'était Sochaux, voilà, et c'était très, par certains côtés, c'était très spectaculaire. Mais maintenant, tu te rends compte que la précarité de l'entraîneur fait que très souvent, les coachs préfèrent, à part quand tu vois hier soir Marseille-PSG, où c'était assez fantastique, mais tu te rends compte que maintenant, les coachs, ils préfèrent se mettre en bas, défendre, et se mettre 11 derrière et faire des contre-attaques. Et quelque part, moi, comme le disait Michel Hidalgo, ce qui fait plaisir, c'est comment tu fais régaler le public, comment tu attaques, comment tu as la possession du ballon, et comment tu régales le public. Et alors même si tu as envie de gagner, effectivement, mais on a toujours envie de gagner, on a envie de gagner 38 matchs, mais comment quelque part aussi, et puis les matchs, tu les gagnes pas tous, hein. C'est pas vrai, tu gagnes pas tous les matchs, même il y a des fois Et voilà, donc du coup, comment tu es capable effectivement de rendre les gens heureux quand ils viennent au stade, quoi. Voilà, c'est ce qui m'importe le plus. Il y en a un qui réussit bien son coup, c'est Bruno Genesio avec Rennes. Parce que lui, pour le coup, il y a les résultats et il y a le spectacle. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu te rends compte que quand tu vois jouer le LOSC ou le Stade Rennais, tu te régales. C'est vrai que tu te régales. Alors, mais attention, aussi, Bruno Genesio, il a c'est ce qui se passe très souvent. C'est le gros problème aussi qu'on a dans les clubs, c'est comment tu gardes 20 ou 22 joueurs. C'est ce qui se passait au XXe siècle. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient formés au club et ils restaient pendant 10, 12, 15 ans dans le même club. Que ce soit à la Auxerre, que ce soit à Sochaux, que ce soit à Nantes, c'était comme ça. Tandis que maintenant, les mecs, ils restent 1 an ou 2. Et le problème qu'on a, nous, les entraîneurs, c'est comment tu réussis à construire un projet. Je le vois, moi, en Ligue 2, comment j'ai construit un projet à Brest en 3 ans et à Auxerre, parce que j'ai gardé les 20 mêmes. Et que pendant 2 justement, ans, vous parlez de Brest.
et ça avance. Vu que vous parlez de Brest, oui. je rebondis parce qu'on a une question sur le chat de Fanchemet Brown qui est supporter de Brest et qui demande si vous avez un souvenir marquant de votre passage à Brest à nous raconter. Bon, j'ai des anecdotes, mais avec moi, c'est beaucoup de conneries, il faut le dire. Non, moi j'ai une anecdote. Oh bon, on est preneurs, il n'y a pas de souci. Ouais, non, parce que les supporters brestois, ils me kiffent. Et moi, j'ai adoré les supporters brestois. Parce que moi, j'ai une ou deux anecdotes. Une fois, j'adore lire. Et j'adorais aller à la librairie Dialogue. Et une fois, il y a un grand costaud qui arrive, 17-18 ans, avec les cheveux longs. Il me tape sur l'épaule, il me dit, vous, coach, vous n'êtes pas bordelais, vous êtes brestois, parce que vous êtes un fou, vous êtes un malade, vous êtes un finistérien, parce que vous êtes un malade, voilà. Et puis il s'est barré le mec, tu vois. Il m'a dit, vous êtes un brestois, vous êtes un malade mental. Et bon, et j'ai aussi une anecdote qui a été assez extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me suis fait licencier, mais une fois, l'année où on monte, on joue chez nous contre Valenciennes et on perd contre le cours du jeu. On avait beaucoup dominé, on perd 4-2. Et quand je passe devant la tribune présidentielle, il y a un mec qui se lève, il me dit « Furlan, t'es un gros con ». Et moi, je lui fais un doigt d'honneur. Et c'est vu sur toutes les chaînes de télévision. Donc du coup, le lendemain, je reçois un courrier de reproche de ma direction, mais les ultras de Brest, eux, ils font 4 colonnes. Le lendemain, ils font 4 colonnes dans le journal quotidien, et ils disent, nous, on est derrière Furlan à fond. Mais à fond, ils disent, nous, on est derrière Furlan. Et 3 jours après, le président, il m'invitait à boire le champagne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était clair. Voilà des petites anecdotes où, quelque part, j'ai beaucoup aimé ma vie à Brest, et j'ai beaucoup aimé les supporters. Parce que le Finistérien, il est un peu comme Furlan, il est un peu malade, quoi. Il est un peu comme moi, quoi. Voilà. C'est un peu un décalage, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu ça, voilà. Voilà 2 anecdotes qui sont pas forcément des anecdotes de football, parce que j'ai tellement d'images et de liens avec mes joueurs à l'époque quand on était ensemble. Mais bon, c'est des anecdotes, deux petites anecdotes un peu décalées, quoi, voilà. Et justement, là, vous parlez de joueurs. Quels sont les joueurs qui vous ont le plus marqué durant votre carrière, que ce soit les joueurs que vous avez eu sous vos ordres ou que vous ayez affrontés? Alors, sincèrement, par rapport à ce que j'ai vécu, alors il y a des joueurs aussi qui me marquent par leur personnalité. Comme Charbonnier, comme Mathias Autrette, comme Quentin Bernard, il y a des gens qui sont très proches de moi, que j'adore. Mais ceux qui m'ont marqué le plus sur le plan du talent et qui ont été internationaux, c'est Blaise Matuidi, qui est arrivé. Moi, j'arrive depuis un mois ou deux à Auxerre, à Troyes. Et donc j'arrive depuis un mois ou deux, et le directeur du centre, qui est un Marseillais, il me dit, moi j'ai un mec de 17 ans là, depuis 2 mois, mais c'est un phénomène, Jean-Marc. Donc j'ai dit, tu me l'amènes, je l'ai pris, et en fait, Blaise Matuidi, effectivement, c'était vraiment un phénomène, c'était fantastique. Alors, pendant les 6 premiers mois de Ligue 2, comme j'avais un milieu de terrain exceptionnel de 27 ou 28 ans, avec Gary Bamzine, Benjamin Nivet, il a joué de temps en temps. Puis après, quand on est reparti à la période estivale, on est monté en Ligue 1. Et quand on est parti à la période estivale, il était titulaire en Ligue 1, alors à 17 ans. Et puis il y a aussi Djibril Sidibé qui m'a beaucoup impressionné, qui est un Troyen. Il y a aussi Morgan Schneiderlin à Strasbourg qui m'a beaucoup impressionné. Kevin Gamero aussi. Voilà, et puis, bien sûr, qui est très très proche de moi et qui est un ami, c'est Benjamin Nivet, quoi. Voilà. Benjamin Nivet qui était vraiment... c'est une légende, parce que quand tu mets un meneur de jeu, et on en met de moins en moins, quand tu mets un meneur de jeu, il faut qu'il ait comme l'était Platini ou Giresse, il faut qu'il ait la science du football.
Et il avait une science, une capacité à se mettre dans les intervalles, à quelque part, à chaque fois, niquer les deux milieux défensifs, grave. Et comment il se mettait dans les intervalles, et chaque fois, les défenseurs pouvaient trouver, comme c'était à l'époque quand je jouais moi, avec Alain Giresse, quoi, voilà. Ouais, sacré joueur, Benjamin Nivet. Je pense qu'on a tous kiffé sur Benjamin Nivet. Ouais. Moi, j'ai une petite question. Vas-y. Non, vas-y, comme c'est en lien avec comme c'est en lien avec Benjamin Nivet, sur pareil l'évolution du poste de numéro 10 Jean-Marc, parce que vous avez pas mal de joueurs qui étaient dans ce registre-là. J'ai notamment noté Abdesaki à Strasbourg, il y a eu aussi Grougy à Brest, même vous l'avez dit, Obadi à Troyes qui était peut-être un meneur de jeu déjà reculé. Comment est-ce que vous analysez l'évolution de ce poste? Et ce qui est bien, c'est qu'après on va pouvoir en parler aussi avec Javier Pastore, le numéro 10 qui soit a été déplacé sur le côté, soit a été reculé. Comment est-ce que vous voyez son évolution à ce poste en particulier? Non, alors maintenant, l'évolution, elle a été complètement à l'inverse des meneurs de jeu, parce que tu te rends compte que il y a moins de capacité à faire des formations sur des meneurs de jeu. Moi, quand je jouais dans les années 90, je prenais le numéro 9, parce que c'était un numéro 9, et puis tu avais le 6 qui prenait le numéro 10, parce qu'il n'y avait que des meneurs de jeu. Et tu te rends compte que la formation du meneur de jeu, alors maintenant tu avais aussi Mounir Obadi, mais Obadi j'adorais le faire jouer en numéro 8, tu vois. Oui. J'adorais le faire jouer en numéro 8 parce qu'il avait un très gros volume et il était capable de récupérer beaucoup de ballons. Et comme il récupérait, alors qu'il était minuscule, il récupérait beaucoup de ballons. Parce que tu n'as pas besoin de faire 1m90, 90 kg pour récupérer beaucoup de ballons. Il y a des fois, tu as des mecs qui font 1m65 et 65 kg et qui récupèrent beaucoup de ballons. Et donc, c'est vrai qu'il y a une très très forte évolution où tu te rends compte que autant maintenant on peut jouer en 4-1-4-1 et tu as deux numéros 8 qui peuvent aussi se transformer en 10, parce que faut savoir que Benjamin Nivet, comme Mounir Obadi, ils étaient capables de jouer en 6 ou en 8, parce que Benjamin récupérait beaucoup de ballons. Ils avaient la capacité de pouvoir jouer au milieu de terrain, et cette capacité-là de jouer au milieu de terrain, alors maintenant tu te rends compte que en 4-2-3-1, tu as de moins en moins d'équipes qui jouent en 4-2-3-1. D'ailleurs, même moi, pendant 2 ou 3 ans, on a joué en 4-1-4-1, tu vois ce que je veux dire. J'avais 2 numéros 10 ou 2 numéros 8 qui étaient capables, effectivement, et avec un numéro 6, Birama Touré, qui lui est capable de tout couper, quoi. Voilà, parce qu'il avait le volume pour tout couper. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Moi, j'avais une petite question par rapport à un de vos records. Vous avez le record de montée en Ligue 1. Et j'aimerais savoir comment vous, en fait, vous le perceviez. Est-ce que c'est une fierté? Est-ce que c'est un argument de vente quand vous discutez avec des clubs? Ou est-ce que, à l'inverse, c'est quelque chose qui pour vous, peut-être vous dessert parce qu'on vous voit que comme quelqu'un capable de faire monter un club et peut-être pas de le maintenir ou d'aller plus haut. Est-ce que comment vous le vivez un peu comme un acteur qui il fait un rôle culte et après on voit que ça pour lui, c'est un petit peu voilà, Jean-Marc, comment vous percevez ça? Non, mais je le vis pas du tout avec la grosse tête et le melon, parce que quand tu peux construire un projet et comment tu peux faire adhérer tes joueurs derrière toi. Ça, c'est très important. Mais je le vis très mal parce que, en fait, moi, par rapport au président français, j'ai l'image du mec. D'ailleurs, je vais avoir que des propositions de Ligue 2. Parce que j'ai l'image du mec qui fait monter les équipes de Ligue 1. Parce que, tu sais, en France, on aime bien donner des clichés. Mais tu te rends compte que chaque fois moi, je suis à des étiquettes, des étiquettes. Et des clichés, des étiquettes. Donc, on aime bien donner des étiquettes. Et moi, comme je fais monter les équipes, et bon, je vais avoir que des présidents qui vont me dire, tiens, lui, il fait monter, donc on va le prendre. Mais, en revanche, par rapport, je me suis maintenu 2 fois en Ligue 1, mais tu te rends compte que à chaque fois que moi, et c'est un peu logique, mais chaque fois que j'ai eu des clubs de Ligue 1, c'était tous des budgets très très faibles. La seule, là où quand j'étais à Strasbourg, le seul problème que j'ai eu à Strasbourg, c'est qu'on avait 42 joueurs. Et on avait fait une première saison en Ligue 1 fantastique. Et on s'était complètement... Parce qu'on avait 42 joueurs, et ça c'est très grave. C'est très grave, on avait 42 joueurs dans le vestiaire, et tu te rends compte que
quand on est arrivé à la trêve hivernale, après le mois de janvier, le vestiaire il a explosé. Alors qu'on était 5e au classement de Ligue 1. Le vestiaire a explosé. Donc moi, c'est vrai que j'ai l'étiquette et l'image, alors que quelque part, lorsque j'étais en Ligue 1, lorsque je suis en Ligue 1, j'ai toujours eu des budgets dans les 3 derniers du championnat, tu vois, pas des budgets dans les 3 premiers, tu vois ce que je veux dire. Et donc, si tu as des Messi, des Neymar ou des Mbappé, ça va mieux, tu vois ce que je veux dire, ou des Verratti, ça va beaucoup mieux, tu vois ce que je veux dire. Ça va beaucoup mieux que pour, tu vois, ça va beaucoup mieux. Tandis que, effectivement, j'ai cette étiquette-là, mais ça me contrarie à rien, parce qu'en fait, quelque part, d'abord parce que j'ai 65 ans, et ensuite parce que j'ai une image auprès des joueurs où j'ai une très très belle image au niveau des joueurs. Et les joueurs m'adorent. Et il y en a plein qui, d'ailleurs, qui le disent, et qui même à la fin de leur carrière, qui m'ont écrit, qui m'ont fait des belles lettres. Et plein, même des mecs de 24, 25 ans, ils m'ont envoyé des courriers fantastiques parce que je suis très, très, très proche des joueurs. Ça n'empêche pas de les engueuler. Ça, c'est le métier, hein. Il faut. Ouais, c'est ça. Non, parce que des fois, tu vois, je les traite de petits bâtards, ils m'énervent, tu vois. Ils m'énervent. Mais bon, ça les fait rire. Tu sais, Mathias Autrette, qui est un ami, il me dit, quand je rentre dans le vestiaire, il gueule, il dit comme ça. Ouais, coach, vous nous insultez toute la journée, mais on s'en fout parce qu'on sait que vous nous aimez. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que dit Mathias, tu vois. Une belle relation. En parlant d'étiquette, j'avais une dernière question. Vous avez aussi l'étiquette du coach qui préférera systématiquement toujours le beau jeu et le spectacle, quitte à mettre de côté le résultat. C'est vrai ça ou pas? Non, alors ça c'est pas vrai. Parce que en fait, autant j'aime l'émotion, j'aime faire adhérer les gens. Là, tu vois, cette année avec Auxerre, il y a des internationaux qui sont venus et qui m'ont dit, nous on n'a jamais connu ça en 30 ans par rapport à ce qu'on a vécu dans les 8 derniers mois là. Depuis le mois de décembre, janvier, quand on arrivait à 300 mètres du stade, on mettait 30 minutes pour entrer dans le stade à domicile, parce qu'il y avait un engouement fantastique de jeunes, de plus vieux, mais c'était un engouement fantastique. Et moi j'aime donner des émotions aux gens, et j'aime, alors autant j'étais comme dit Da Fonseca, il dit, je ne sais pas comment tu as fait pour jouer au football 20 ans, parce que tu as collé le nez à la nuque de l'avant-centre. Autant j'étais un tueur à gages quand j'étais joueur, parce que j'étais un stopper, arrière central, stopper. Mais autant, moi, j'ai beaucoup aimé le football offensif et le football de jeu. Donc, j'adore ça. Mais ça n'empêche pas que, quelque part, Alex, je sais pas, que tu as envie de gagner 38 matchs. Comme je dis à mes joueurs, je dis, écoutez les gars, si moi je vous explique comment on marque un but de plus que l'adversaire, si on gagne 4-3 tous les matchs, 38 matchs, on va être la plus mauvaise défense du championnat, mais on sera champion. On est champion dans la meilleure attaque. Voilà. Et donc, ça c'est ce qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, c'est la possession du ballon, le football offensif, le jeu d'attaque, et c'est ce que j'enseigne beaucoup à mes joueurs. Voilà. Alors, ça ne m'empêche pas d'aimer et de leur expliquer comment il ne faut pas prendre de but. Moi, ça m'est arrivé des fois, avec Brest 2 fois, j'ai eu la honte de ma vie. On est allé à Reims pendant 90 minutes, on s'est fait bouger, parce que ça arrive, ça. On est resté dans nos 30 mètres, pendant 90 minutes, on gagne 1-0 à la 85e. On va pareil à Valenciennes, pendant 90 minutes, on se fait bouger alors qu'on était en Ligue 2, c'est l'année où on monte. Et alors qu'on se fait bouger pendant 90 minutes, on fait 2 attaques, à la fin du match, on gagne encore 1-0. Alors là, au point presse, je vous dis pas. Ah oui, il leur faut des victoires comme ça. Je ne savais pas quoi dire. J'avais honte de ma vie, je te jure. J'avais honte de ma vie. Je ne savais pas quoi dire. Et tu gagnes 0. Non, mais c'est bien. Mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que il y a souvent ce débat sur le réseau entre, voilà, c'est toujours ce dilemme entre le beau jeu et le résultat, comme si c'était forcément des choses à dissocier. Et c'est vrai qu'on vous cite souvent, on parle aussi de Marcelo Bielsa, comme voilà, ces entraîneurs romantiques qui sont prêts à mettre de côté les résultats quitte à mourir avec leurs principes.
Et moi, j'ai toujours eu du mal à concevoir en fait qu'un entraîneur puisse dissocier les deux. Et je suis assez content au final de vous entendre dire ça. Parce que je trouve ça particulier comme raisonnement. Sincèrement, moi, je veux gagner les 38 matchs. Si c'est mon plaisir, le pied que je peux prendre, c'est gagner 38 matchs. Bon, tu vas pas les gagner 38 parce qu'au football, l'incertitude, elle est phénoménale, elle est fantastique. Mais par contre, en revanche, c'est comment tu fais venir les gens au stade parce qu'ils se régalent, parce qu'ils ont envie de se régaler, parce qu'ils voient du football, parce qu'ils voient des émotions, parce qu'ils voient de l'intensité. Et comme je dis à mes joueurs, moi je leur dis souvent, comme je disais à Gauthier, j'ai dit, toi tu peux dribbler mon grand. Mais je vais te dire une chose, avant tu respectes tous mes protocoles dans les 3 zones. Si tu respectes pas un protocole, tu dribbles pas, je te le dis. Alors, il était trop marrant parce que lui, Gauthier, c'est un ami et il adore dribbler. Mais avant, il respectait tous les protocoles et après, il driblait. Voilà. Bon, allez, on va commencer avec donc les sujets. On a un peu débordé au niveau de l'interview, mais c'était vraiment très très cool, donc j'ai préféré profiter de ça. Et on continue donc avec la JOCR. On a déjà un petit peu parlé de ce club, forcément par rapport à vous, Jean-Marc, et votre dernière expérience. On a envie de revenir sur la JOCR de Jean Fernandez. On parle beaucoup. On parle même quasiment toujours de la JOCR de Guiraud quand on veut parler de la JA et de la grande AJA. Mais parlons un peu de celle de Jean Fernandez, Adri, parce qu'il y a de belles choses à dire quand même sur le sujet. C'est ça, c'est l'une des équipes, je l'ai dit sur Twitter, les plus surprenantes de ces 20 dernières années de Ligue 1 parce qu'elle a des statistiques assez folles pour un club, pour une équipe qui va terminer 3e cette saison-là de Ligue 1. Je vais pas vous en dire... Je vais directement rentrer dans le vif du sujet. 42 buts inscrits, 29 encaissés. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Il y a eu pas mal de victoires 1-0 avec un seul but d'écart. Mais à la fin, et ce qui est magnifique, c'est que cette équipe, elle accroche avec des champions, avec finalement un groupe de joueurs. Et ce 11, Amaury, je pense que tu peux le réafficher parce que je pense que ça va rappeler beaucoup de souvenirs aux gens qui se souvenaient peut-être plus de qui composait cette équipe. Parce que voilà, il y a eu une AGOCR avec évidemment Djibril Cissé, Philippe Mexès, Jean Laboumsong, Fadiga, Capo. Mais là, non, les héros de cette saison, de cette épopée, parce que l'AJA 2009-2010 qui va accrocher la Ligue des Champions, c'est un vrai exploit. Bon, sexy, voilà. De quoi? Ouais, c'est vrai, mais je sais quand même de te la sur le papier, c'est moins sexy. Ouais. Ah, c'est moins sexy. Mais c'est d'autant plus méritant. C'est ça. Voilà. C'était peut-être moins spectaculaire que les envolées de Djibril Cissé, mais pour avoir vu pas mal de matchs, je te jure que la séquence Benoît Pedretti lance son profondeur Yélène, c'était tellement efficace qu'à chaque fois ça faisait mouche et personne n'a vraiment réussi à arrêter cette équipe. Pour vous dire un petit peu le contexte, en 2008-2009, la GIA termine 8e, donc voilà, ça se stabilise en Ligue 1, mais pas exceptionnel, c'est quand même une saison honorable. Le mercato, autant vous dire qu'il n'y a pas non plus énormément de moyens. À l'époque, voilà, c'est vrai que le PSG, l'OM, Bordeaux, Monaco, Lyon étaient les locomotives du championnat. Il y avait Lille et Rennes notamment qui suivaient un petit peu derrière. Mais voilà, il y a 4 recrues qui arrivent. Walter Birsa de Sochaux, Alexandre Licata de Monaco, Rui Contou d'Amiens et Aurélien Capou de Nantes. Donc autant vous dire que c'est pas la révolution. On s'appuie sur les forces vives avec notamment cette défense de fer, Olivier Saurin au cage, gardien du Temple. On a aussi une défense de vieux briscards parce que Angebar, Koulibaly, Grichting, Mignot, là vous avez à peu près 30 ans de moyenne d'âge et surtout ça passe pas et surtout ça découpe. Ça faut le dire aussi, c'était assez régulier. Ça c'était quelque chose. Et puis une animation, alors c'était des fois en 4-2-3-1, des fois en 4-5-1, mais on va dire c'était quand même beaucoup le 4-4-2 avec des joueurs de côté, avec Birsa et Oliège qui dominaient quand même. Il y avait aussi dans la rotation, il y avait donc Capou, Birsa, mais aussi Kamel Chafni. Et puis un milieu de terrain avec un joueur, on va dire le maestro, celui qui organisait le jeu, Benoît Pedretti, qu'on connaît bien parce qu'il a fait tellement de clubs en Ligue 1, Sochaux, Lyon, Marseille ou encore Ajaccio et Nancy. Et puis à côté de lui, celui qui était un peu la pierre angulaire, celui qui coupait tout, c'était Delvin Ndinga, qui, je pense, en revoyant des images, aurait pu avoir une bien meilleure carrière parce qu'il a vraiment un potentiel de fou furieux. Et puis devant, voilà. Il s'était pas planté à Monaco, lui, après, c'est pas ça? Exactement. Il a eu son gros transfert à Monaco où il devait changer de dimension. Ça a fait un flop du côté du Rocher. Et il n'a plus jamais pu retrouver de bonnes sensations. Je crois qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse, il a signé en Inde. Il joue toujours, il a 34 ans. Donc voilà. Oui, parce que du coup, je me suis penché sur certains parcours de joueurs. Et Yélène, aujourd'hui, a 41 ans et joue toujours en amateur en Pologne.
Et oui, il joue toujours ce bon vieux Yellen. Donc voilà, lui, il n'a pas changé. Il a toujours cet amour du jeu. Plus beaucoup de cheveux sur la caboche. Là, on l'avait déjà vu à l'époque, mais quoi qu'il arrive, il était en place. Et ce qu'il faut savoir sur cette AJA, c'est que à l'époque. Hein. Ouais, ça on va pas se mentir, c'est que le début de saison a été mauvais. 3 défaites d'affilée, une dernière place et on se dit bon bah la GIA part pour une saison un peu galère, on va essayer d'aller arracher le maintien. Et puis il y a une espèce de série qui s'enclenche un peu prodigieuse, 7 victoires consécutives qui sera arrêtée par le Paris Saint-Germain, une victoire 1-0. Voilà, la GIA joue quand même le haut de tableau parce qu'il termine premier, je crois à la 14e journée. Il y a un petit peu de moins bien, 5e à la trêve, en allant chercher une victoire de prestige au Vélodrome avec un doublé de Denis Solièche. Et ce qui ressort en fait de cette équipe, c'est que ce que je vous l'ai dit, c'est que défensivement, c'est assez intraitable. Alors, il y a quand même un match un peu lunaire dans cette saison. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais ils prennent un 5-0 à Grenoble. Donc, en gros, sur un seul match, ils encaissent 15% de leur but de la saison. Ouais, je pense que... Est-ce qu'il y a un Grenoble PSG qui te parle, un 4-0 avec un but de Luboya? Est-ce que ça te dit quelque chose, Samy? Non, moi je suis amnésique pour ce genre de défaite. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé hier soir. J'oublie vite. Non, mais de toute façon, Samy, on le sait tous, il a commencé à supporter le PSG quand QSI est arrivé. Même 2 ans après QSI, parce que la première année ils ont pas gagné, donc j'étais pas trop fan non plus. Le mec est arrivé avec Zlatan, quoi. Donc voilà. Vous l'avez affronté cet AJ Auxerre, Jean-Marc, non? Vous en gardez un bon souvenir? Oui, j'ai affronté cet AJ Auxerre. J'étais avec parce que Jean Fernandez, j'étais à l'Estac à l'époque et on était donc en Ligue 2. Après on est monté en Ligue 1 et Jean Fernandez est un très bon copain, c'est un ami et non mais c'est vrai que par rapport à ça, ce qui est très très important maintenant pour nous les entraîneurs et ce qui fait un peu notre précarité, c'est que les joueurs, eux, ils se connaissent très bien, ils se connaissaient très bien, et c'est ce qui fait la différence aussi. C'est comment les joueurs, comment tu crées. La première des choses au football, c'est comment tu crées une dynamique collective. Comment tu es capable effectivement que les joueurs s'entraident, se soutiennent entre eux, et ça c'est le plus important. C'est d'ailleurs quand tu es coach, la première des choses que tu dois travailler, c'est exactement ça. Et comment que les joueurs apprennent à se connaître aussi, apprennent à se connaître sur le plan footballistique. Et ça, c'est très très important parce que si tu veux développer un très bon football, eh bien c'est ainsi que tu le fais. Mais moi, je me rappelle parce que ma femme est préparatrice mentale et elle est psychologue du sport, et donc je venais souvent voir l'équipe de Jean Fernandez parce que elle travaillait avec Olivier Sorin, donc elle travaillait beaucoup, donc je venais et Olivier nous donnait à chaque fois deux places à chaque match, donc on venait souvent voir les matchs là, parce que c'est pas loin, c'est à une heure de Troyes, voilà. Et c'était comment de jouer contre cette équipe du coup? Comment on fait pour affronter cet AJ Auxerre tactiquement? Non, alors en fait, tactiquement, c'est quand tu joues des Pedretti et que tu joues des Mignot et compagnie, là, c'est des joueurs de très bon niveau. Donc, et d'ailleurs la preuve, c'est que moi je suis venu les voir jouer en Coupe d'Europe. Donc voilà, donc c'était quand même par rapport à nous, à ce qu'on vivait à Troyes, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, parce que très souvent tu te rends compte que tu aimes bien avoir la possession, mais il y a des matchs où ton équipe elle est en dessous sur le plan individuel et collectif, et donc il faut attendre de placer des contres, parce que tu as des équipes qui ont des possessions fantastiques avec des joueurs fantastiques, quoi, voilà. Vous avez tout résumé, Jean-Marc, quand vous avez dit que c'était une famille, parce que c'est vrai que ça s'est retrouvé dans pas mal d'interviews de l'époque. Et oui. Ils passaient de très très bons moments ensemble, que ce soit, voilà, on s'invitait au restaurant, des parties de cartes. En fait, l'expression cliché bateau qu'on a entendu 100 fois, le groupe vit bien. De ce qu'on a compris, c'est que la GIA de Jeannot Fernandez, c'était vraiment ça, quoi. Ils s'entendaient très bien. Et pour résumer un petit peu la seconde partie de saison, c'est vrai que la GIA va connaître une autre belle série d'invincibilité pendant 12 matchs jusqu'à la 34e journée. Donc ils sont dans la course pour la Ligue des Champions. Plutôt de base, ils pensaient que c'était plus l'Europa League, mais en fait, il se passait un coup du sort assez incroyable à la dernière journée. En gros, à la 37e journée, leur adversaire principal pour la 3e place, c'était le LOSC de
d'Eden Hazard qui commençait à grandir, de Cabaye, de Mafouba. Et le LOSC bat Marseille à 37e journée et Auxerre fait 0-0 contre Lens. Donc en gros, le LOSC a son destin et se déplace à Lorient qui n'a plus rien à jouer. Et Auxerre va à Sochaux où c'est jamais évident de se déplacer. Et il va se passer quelque chose d'assez lunaire ce jour-là. Je pense qu'Amaury, tu peux lancer les images de ce Sochaux-Auxerre qui a marqué les supporters auxerrois, puisqu'on a un héros inattendu qui va qualifier l'AGIA. L'AGIA a trouvé ce soir-là à Bonal son Lilian Thuram, puisque oui, c'est le latéral droit, Cédric Angebar, qui va inscrire un doublé, dont un but à la dernière minute pour les envoyer en Ligue des Champions. Ça fait partie des grandes pages de l'AGIA, parce qu'on s'en souvient tous du côté de la Baie des Champs. Voilà, ce genre de joueur qu'on n'attendait pas forcément pour qu'il puisse faire des différences. Et c'est vrai que ça renvoyait l'AGIA, comme on dit, au 7e ciel. Et après, voilà, ça a été un immense moment. Et en plus, voilà, on sait que ça n'a pas forcément très bien duré. Il y a eu quand même, tu l'as dit, Alex, même vous, Jean-Marc, cette épopée européenne un peu improbable. On a vu Ronaldinho, on a vu Mourinho venir à la baie des Champs. Ça a fait des très belles images. Cette équipe qui a quand même battu l'Ajax de Luis Suarez à la maison. Et voilà, c'est vrai que la saison d'après, ils ont terminé à la 9e place. Et c'est l'année suivante où ça s'est un peu détérioré avec cette fameuse relégation. Montpellier qui va gagner son titre à la Baie des Champs et dans le même temps Auxerre qui descend. Mais ce que je voulais débattre avec vous, c'est que finalement, oui, c'est peut-être une équipe qui a été moins mémorable que celle de Giroud, et c'est même pas le débat là, c'est pas un problème. C'est juste qu'avec très peu de moyens et un groupe de joueurs qui tous, quand ils sont partis à droite à gauche, finalement, ils ont peut-être été moins bons. C'est aussi ça le sens de la famille auxerroise en 2010. Par exemple, à Yellen, je sais pas si vous en souvenez, il est allé au LOSC un an après l'épopée Ligue des Champions, et il a fait un petit flop là-bas parce qu'il n'était pas adapté finalement peut-être au jeu lillois. Pareil pour Pedretti, ça a été vraiment une de ces très bonnes périodes de Ligue 1. Ndinga, on a commencé à le dire. Birsa a eu quand même sa bonne période en Serie A, mais pour ce qui est au Liège, il a quand même fini au Milan. Hein. Ouais, il a fini au Milan, c'est vrai. Chafny, voilà, ils ont jamais été non plus, tu vois, au-dessus que cette année-là. Pareil pour Angebar. Il y a Mignot qui a signé du côté de Saint-Etienne, mais il n'a jamais accroché la Ligue des Champions avec les Verts. Donc voilà, c'est vrai que c'est une année un peu hors du temps pour la GIA, qui était plus destinée, voilà, à jouer le ventre mou et qui se retrouve à affronter Cristiano Ronaldo et toutes les stars milanaises de l'époque en Ligue des Champions. Est-ce que c'était pas un peu le baroud d'honneur aussi de cet AJ Auxerre avant la décennie très très compliquée qu'ils ont c'est un peu ça, ouais. Oui, c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Un petit peu ça. C'est tout à fait ça, ouais. Tout à fait ça. Mais surtout, tu te rends compte que par rapport à ce qu'ils ont vécu à l'époque, c'est surtout qu'ils avaient des groupes, et ça c'est très très important. C'est comment tu as à la fois un système général très performant, et après un groupe sur le plan collectif, de la dynamique collective très très liée, et des joueurs très liés. Parce que si tu arrives à avoir ça, si tu arrives à créer ça, alors tu gagnes les matchs. Tu gagnes les matchs. Ouais. Après, c'est toujours compliqué aussi de transcender un groupe qui sur le papier est peut-être moyen, de le transcender sur la durée. Déjà sur toute une saison, c'est compliqué, mais alors sur plusieurs saisons, c'est quasiment impossible. Là, on va passer sur du football financièrement plus aisé. On va parler un petit peu du PSG. On va parler d'un des joueurs qui a marqué le PSG. Alors peut-être pas autant qu'un Zlatan, peut-être pas autant qu'un Neymar, qu'un Messi, mais qui a quand même laissé une vraie empreinte dans l'histoire du PSG, mais qui suscite toujours le débat quand on parle de lui. C'est Javier Pastore, joueur génial, joueur élégant, joueur qui a indéniablement de la magie dans les pieds, mais qui aura aussi généré énormément de frustration. Alors pour certains, c'est un intouchable, pour d'autres, c'est un flop total. J'avais envie d'organiser le débat, d'autant plus que je sais que vous deux, vous n'êtes pas forcément d'accord sur le sujet. Samy, en tant que Parisien, je te laisse ouvrir le bal. Avec plaisir, on va discuter de notre ami Javier Pastore. J'espère que je vais pas me faire trop détruire par les pastoristes. Je sais que c'est une secte très puissante dans le milieu, donc on va essayer voilà. Sur Twitter. C'est pour ça que je me suis caché, on voit pas où j'habite. J'ai fermé les volets, comme ça voilà, je suis protégé au cas où par rapport à ça. Javier, mon ami, été 2011, tu débarques pour la modeste somme de 42 millions d'euros. C'est un record à l'époque, les gars.
en Ligue 1. Donc oui. Un bon paquet d'oseille. Oui, c'était notre époque. Hein. C'est le premier gros transfert que USI. Exactement. Si j'ai pas de premier gros transfert. Exactement. Voilà. La Ligue 1, elle est sous le charme. El Flaco, joli sourire, l'Argentin, le tango, tout ce que vous voulez, l'élégant, le soyeux. Il arrive dans notre bonne vieille Ligue 1, donc on est content. Moi, le premier à l'époque. C'est un joueur qui me semble avoir du talent, et donc tu l'as dit, premier gros transfert de l'RQSI. Alors peut-être que justement, comme c'est le premier gros transfert, c'est un peu comme notre premier amour. On l'oublie pas vraiment, et on a une petite mélancolie quand on y pense. Ça peut être ça, tu vois, ça peut expliquer cela. Je me dis pourquoi pas. Peut-être, beaucoup n'oublient pas leur premier amour, donc peut-être que beaucoup n'oublieront pas le premier gros transfert de l'RQSI. Souvent, quand on n'oublie pas son premier amour, on a tendance un peu à l'idéaliser et à se souvenir que des bons côtés. Peut-être qu'il y a un lien. J'espère que c'est ça, parce que pour ma part, pour ma part, j'ai pas accroché. Voilà, je vais vous le dire cash. Vous avez compris un petit peu mon point de vue. Pour ça, voilà, je suis désolé. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Je me suis forcé. J'ai voulu vraiment fortement rentrer dans le train de la hype Pastore. Je voulais m'extasier moi aussi sur une talonnade au Parc des Princes, un changement d'aile à la Beaujoire ou un petit pont à Louis II. Je voulais vraiment faire partie de ces gens-là et trouver que c'est un joueur extraordinaire. J'ai tenté plusieurs fois de me convertir au pastorisme. C'est pas facile, hein. C'est très compliqué. Il y a des étapes, mais les tentatives, elles ont toutes échoué. J'ai pas réussi. Trop d'échecs, trop de déceptions, trop de désillusions. Moi, Javier, il m'a fait plus mal au cœur qu'autre chose. On parle quand même d'un joueur acheté comme joueur vedette pour une somme faramineuse à l'époque. C'est un joueur qui était censé faire passer un cap au PSG. Au final, Pastore, c'est 186 matchs de Ligue 1 en 7 ans pour 29 buts, 46 passes décisives dans un PSG quand même ultra dominateur sur la scène nationale. On le rappelle, hein, donc c'était quand même, il y avait quand même une certaine facilité à stater. Hein, on le voit avec les joueurs d'aujourd'hui. C'est pas non plus extraordinaire pour un joueur supposé de son calibre. À cette liste de stats, on va le voir avec les images, on peut rajouter quand même, c'est quand même un des seuls joueurs à qui on peut faire un palmarès de blessures. Je vous invite à aller voir sa liste de blessures, parce qu'il y a sa liste de blessures sur Internet, elle est énorme. Comme Dugarry l'avait dit à l'époque, on aurait dit une liste de courses, c'est impressionnant. On pourrait faire un top 10 de ses blessures, c'est simple. Sur le moteur de recherche de la LFP, pour les archives, il y a blessures et t'avais presque que Pastore. C'est impressionnant. C'était plus facile de classer ses blessures que de classer ses buts. Alors je suis désolé, hein, c'est pas de sa faute forcément. C'est quelque chose de difficile à subir. Mais il faut le prendre en compte quand on parle d'un joueur, la régularité, le fait d'être présent, le fait d'être solide, ça compte aussi chez les grands joueurs. Je crois, c'est simple, vous pouvez regarder encore une fois, allez voir la liste, je crois qu'il n'y a pas une partie de son corps qui n'a pas été touchée. Même son œil, je crois qu'il a été blessé à l'œil à un moment donné. Donc recherchez, regardez, c'est quand même hallucinant, c'est impressionnant, c'est une cascade de blessures. Et d'ailleurs qui a toujours suscité le désarroi. Mais regardez la tête d'Emery, regardez la tête de Laurent Blanc, Ancelotti, Blanc, Emery, tous d'ailleurs se sont prononcés par rapport à ça. Et ont tous montré une certaine lassitude et regrettent cette condition physique. Hein. Vous pouvez chercher après coup, beaucoup ont fait des interviews et se sont plaints malheureusement et ont regretté de ne pas avoir pu compter au final sur Javier Pastore. C'est un joueur qui était là au final sans vraiment être là. Attention, moi je remets pas en cause le talent du bonhomme. Il y a aucun problème par rapport à ça. Ne me tombez pas dessus. C'est un joueur qui a du talent. Mais on sait très bien aujourd'hui dans le foot et surtout dans le football moderne, c'est beau à voir Pastore avec un ballon, mais on l'a assez répété. Un grand joueur, ce n'est pas que du talent, c'est un tout. Et dans ce tout, la régularité, surtout au niveau, a aussi une part importante. C'est un grand joueur, il se doit d'enchaîner les performances. Au moins sur plusieurs saisons quand même, pas sur quelques matchs. La capacité d'un joueur à être régulier est primordiale aujourd'hui dans le football moderne où il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, beaucoup d'enchaînement des matchs. Donc c'est important d'être régulier et d'être présent. Le rythme des rencontres d'ailleurs ne fait qu'augmenter. Et en gros pour moi Pastore me semble être un joueur d'un autre temps. Je vais passer au bilan et après je laisserai Adrien essayer de sauver tout ça, mais au final oui, il laissera un souvenir je pense aux amateurs d'esthétisme, mais quelle est la réelle trace laissée par El Flaco au Paris Saint-Germain? Ses buts face à Chelsea ou à Barcelone, qui d'ailleurs n'apporteront pas de qualif derrière, ça il faut le souligner. Ses principaux faits d'armes derrière ne sont pas suivis, il n'y a pas de titre derrière, ou alors son côté intermittent du spectacle, il a le palmarès avec Paris,
mais c'est même pas un des principaux artisans. C'est-à-dire que il y a d'autres joueurs qui ont pris le lead, notamment Ibrahimovic, Thiago Silva, d'autres joueurs qui sont arrivés et qui eux ont insufflé cette gagne au Paris Saint-Germain, puisque la première année où il arrive, Paris d'ailleurs ne remporte pas le titre. Il faut bien le préciser. D'autres sont arrivés et ont pris les rênes de ce PSG. Il était présent, certes, mais il ne s'est jamais réellement imposé comme titulaire indiscutable sur une seule saison. Vous vous rendez compte, en 7 ans, alors qu'il a eu sa chance. Il a eu des coachs qui l'appréciaient. Donc moi, ce qui est bluffant aussi, surtout, c'est la mansuétude dont dispose Pastore aujourd'hui. Tout lui est pardonné, ses nombreuses absences, ses stats pas folichonnes, il faut dire ce qui est. Dans une équipe comme le PSG, à un poste aussi exposé quand même, hein. Son mental défaillant, ses rechutes. Il y a des joueurs actuels, hein, pour ne pas citer, Kylian Mbappé par exemple, avec un apport 1000 fois supérieur à ce qu'a pu apporter Pastore et ce qu'a pu proposer sportivement Pastore au Paris Saint-Germain, qui ont été vilipendés par les supporters et par une partie aussi de la presse, etc. Ouais. Moi, voilà, je comprends pas. Peut-être qu'il y a quelque chose, même par rapport à un Cavani autour de Pastore. Oui, par rapport à un Cavani aussi, j'ai cité Kiki parce que c'est un Cavani qui a été énormément critiqué. Il y en a beaucoup qui justement lui reprochaient pour le coup le manque d'esthétisme, qui même encore aujourd'hui ont un peu du mal à en parler comme d'une véritable légende, alors que c'est le meilleur buteur de ce club, qui s'est donné comme un fou furieux, qui a joué à tous les postes, qui a jamais bronché, qui a marqué un nombre de buts incroyable, mais non, c'était pas assez. Alors que Pastore, oui, sous prétexte d'esthétisme. Mais tu vois, Alex, d'un joli toucher de balle, oui, effectivement, on est beaucoup plus gentil. J'ai un peu l'impression que beaucoup en ont fait un symbole. Tu parlais d'un joueur d'un autre temps, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être aussi un petit peu nostalgiques du foot d'une certaine époque, où effectivement il y avait plus de place à la magie, où on pensait un petit peu moins à l'intensité. Et Pastore incarnait un petit peu ça, et du coup on en a fait plus un symbole qui t'a parfois être un petit peu de mauvaise foi. Mais c'est ça. Mais je pense au final, c'est moi ce qui m'impressionne le plus chez Pastore, c'est ça en fait, c'est que il a réussi à fédérer autant de personnes derrière lui sur une idée, sur un doux rêve, sur le romantisme du football à l'état pur, tout simplement. Et c'est ça qui m'impressionne. C'est peut-être ce qui m'impressionne le plus chez lui. Voilà. Adri, la parole est à la défense. Écoutez, après cette brillante plaidoirie de maître Mochtabi, je m'avance devant ce tribunal pour essayer de défendre apparemment ce qui est indéfendable. J'avais pas compris que Javier Pastore était à ce point un joueur de second, voire troisième rang. Je suis surpris de voir à quel point on peut critiquer ce joueur. Je vais essayer de remettre quelque chose dans le contexte. Personnellement, je ne suis pas un pastoriste convaincu. Même si j'aime le football, on va dire romantique, le numéro 10 à l'ancienne, c'est vrai que ce joueur a peut-être une imagerie qui le dépasse. Aujourd'hui, on en fait peut-être un peu trop sur son empreinte. Il n'empêche que Samy, tu as commencé à dire que il a été payé par une somme faramineuse, mais dans ce PSG version QSI, qui n'a pas eu cette étiquette de joueur surpayé, qui n'a pas eu des millions en excès? Quand on parle d'un Ressé à 30 millions d'euros, à Pastore à 42, j'ai envie de dire pourquoi pas finalement, on va pas se mentir. Et puis pareil pour ce qui est des blessures, ok, et alors est-ce que c'est de sa faute? Peut-être un petit peu au niveau de l'hygiène de vie, mais s'il se blesse, il a un physique fragile. Il a quand même eu quelques matchs, quelques saisons où il a pu enchaîner. La première saison, 43 matchs joués, je parle de toute compétition confondue évidemment, puisque je ne suis pas de mauvaise foi. 2012-2013, 48. 2014-2015, 51. Tu m'as dit que il y a eu... Combien de titularisations? C'est ça qui 2014-2015, il y en a une trentaine. Sur une saison à 65 matchs, c'est pas mal. Mais c'est conditionné, c'est quand même 1 sur 2 pour lui, c'est pas si mal, puisqu'on a l'impression qu'apparemment il était plus abonné à Doctolib qu'au Parc des Princes. Voilà, on va remettre ça un petit peu. Et puis on va pas se mentir, on n'en voit plus des joueurs comme ça aujourd'hui. Oui, il a cette irrégularité. Oui, il n'était pas tout le temps là. Mais en même temps, c'est au-delà, tu vois, du mythe du numéro 10 à l'ancienne, du côté argentin et tout. C'est quand même quelqu'un, quand il est arrivé au Parc des Princes, on a tout de suite senti quelque chose de différent. Son but contre Brest, honnêtement... Tu m'as dit qu'il était le joueur qui a lancé le projet QSI, c'est vrai, mais 1 an après, il y a eu Ibra et Thiago Silva qui sont arrivés, donc il a été aussi aspiré par ça. Il a su maintenir un niveau. J'ai l'impression que au niveau de son physique, c'est plus la saison 2018-2019 quand il part à la Roma, où il y a une vraie cassure définitive dans sa tête. Il y a un derby contre la Lazio de Rome où il se pète au bout de 30 minutes alors qu'il fait une super demi-heure. Et là, à partir
de ce moment-là, il n'a plus jamais été le même. Mais finalement, qu'est-ce qui restera de Pastore? Des vrais bons souvenirs. Tu l'as dit, c'est vrai, des buts qui n'ont pas été finalement plus que décisifs en Ligue des Champions, mais ça reste des images qui marquent. Et c'est pas à cause de lui que le PSG a été éliminé. C'est vrai que les buts qu'on voit depuis tout à l'heure, ils sont beaux. Lui, il a fait le job. Non, mais c'est ça. Et puis, ce que j'ai aimé pour terminer ma plaidoirie, c'est que Pastore était honnête envers lui-même et son niveau. Il y a une interview chez le confrère de Oh My Goal où il dit en gros, Nasser est venu me voir à la fin de mon contrat en 2018 en disant toi t'as marqué l'histoire du club, t'as marqué le début du projet, si tu veux tu restes 5 ans de plus. Et Pastore il a dit c'est vrai que ça aurait pu être génial, j'aurais pu rester jouer avec Messi et Mbappé, continuer à glaner des titres et peut-être un peu tricher. Il a dit en fait ça aurait été injuste, j'avais plus le niveau, j'ai décidé de partir. Donc de lui-même il a senti que son histoire avec le PSG, elle devait s'achever maintenant parce que voilà, forcément son physique était usé, il a donné ce qu'il a pu et je trouve que c'est un beau geste de sa part de pas avoir voulu trop en faire. Et finalement, il est parti. Et voilà, c'est vrai qu'on va pas raconter sa suite, mais la Roma, Elche, mais là aujourd'hui, il est au Qatar, à 33 ans. Clairement, c'est derrière lui. On sait qu'avec son physique, ça peut être évident. Donc voilà, j'ai envie de dire, Pastore nous aura régalé. Tout n'aura pas été parfait. Et alors, s'il n'a pas le physique, d'un Vito Hilton, d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Zlatan Ibrahimovic, tous les joueurs n'ont pas la même condition physique. Au moins, quand on regardera dans 10-15 ans des compilations de lui, on se dira quel joueur c'était quand même. Jean-Marc, Javier Pastore, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est comparable à Benjamin Nivet? Mais vraiment surdoué. La preuve, c'est qu'ils ont payé une fortune et après il part à l'étranger. Mais le problème que nous avons, nous, quand on est entraîneur, c'est surtout quelles sont les capacités mentales, psychologiques. Quand tu fais du très haut niveau, que ce soit dans n'importe quel sport, la première qualité que regarde l'entraîneur, c'est les qualités psychologiques, mentales. Quelles sont tes capacités de dépassement, quelles sont tes capacités de concentration, quelles sont tes capacités d'entraînement. Et nous, notre problème, nous les entraîneurs de football, c'est que comme le football c'est un sport plaisir, c'est un sport joyeux, agréable pour tous les jeunes et même pour les vieux. Même quand tu joues maintenant à Marchand à 70 ans, tu te régales. Alors, ce que nous on regarde en premier, c'est les capacités intellectuelles et mentales. C'est-à-dire quelles sont les capacités de dépassement de soi. Et Javier Pastore était un joueur surdoué. Sauf que par rapport à ce que moi j'ai vu à l'époque, c'est que c'était certainement, et d'ailleurs la preuve, c'est que il avait des problèmes de blessures importantes, et c'est que quelque part, au-delà de ça, c'était un freestyle du football, vraiment le freestyle, le gars surdoué. Sauf que quelque part, par rapport à nous, ce qu'on recherche, on recherche des guerriers, on recherche des joueurs qui sont capables psychologiquement, mentalement, de se dépasser. Et c'est dans tous les sports que nous, les entraîneurs, on recherche ça. Parce que t'en as plein qui sont surdoués. Moi, j'en ai plein, même en Ligue 2. J'en ai même eu à Libourne, en National 1 ou en CFA. J'en ai même eu des surdoués. Sauf que sur le plan psychologique et mental, il y a un écart. Et c'était un peu, je pense, par rapport aux blessures de Javier, par rapport aussi à ce que je ressentais quand je le voyais jouer, c'était ses capacités psychologique et mentale de dépassement de soi qui était pas à la hauteur. Pour moi c'est ça. Ouais. Voilà. C'est vrai que quand on enchaîne à ce point les blessures, généralement c'est que mentalement il y a un truc. C'est pas juste des pépins physiques. C'est que généralement mentalement il y a quelque chose qui fait que pas quoi. C'est le corps qui refuse d'avancer. Je vais vous le dire par rapport pour votre enseignement, c'est que par rapport à ce qu'on vit nous, très souvent on a des joueurs qui, comme le disait Platini, Giresse, quand il me répétait toujours, il me disait, tu te construis, même si tu joues en Ligue 1, entre 18 ans et 26-27 ans. Et à partir de 26-27 ans, moi j'en ai connu, comme Mounir Obadi ou comme Benjamin Nivet, qui ont été des phénomènes psychologiques, mentaux, mais fantastiques à partir de 26-27 ans. Parce qu'ils se sont construits de l'âge de 18 à 26-27 ans. Ils se sont bâtis. Et très souvent, tu as ça. Mais tu en as certains qui sont infoutus de faire ça, pour des raisons... alors qu'ils sont des freestyles. C'est des mecs surdoués au football. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
Ouais. Il y a Stradri sur le chat qui résume bien la situation du cas Pastore, et ça revient un petit peu aussi à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la perception que certains avaient de vos principes de jeu. Le problème, c'est que le foot est vu comme un jeu pour certains et non comme un sport. C'est vrai que certains ont tendance j'irais même à voir juste ça comme un divertissement, comme on regarderait une émission de télé-réalité, que comme un sport où le but reste avant tout de gagner, et non pas juste de faire plaisir aux yeux des téléspectateurs. C'est vrai que ça c'est le souci, et généralement Pastore parle plus à des personnes qui ont cette vision du foot là. Bon, un dernier tour de plateau pour clore le sujet Pastore. Pastore, est-ce qu'on peut considérer ça comme une légende du PSG ou pas, finalement? Adrien, tiens, pour commencer. Allez. Légende, moi-même, je trouve ça un peu abusé, mais joueur qui a marqué les esprits sans problème, et sans problème, je le mets dans cette catégorie-là. Jean-Marc? Non, pour moi, légende, c'est trop fort. C'est un mot beaucoup trop puissant. Par contre, c'est un joueur surdoué, ça c'est vrai, surdoué, c'est vrai. Bon, Samy, je te pose même pas la question. Ouais, non. Légende, il y en a beaucoup devant lui, mais il restera dans l'histoire de par son transfert et comme le premier nom d'une longue série. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais après, sportivement, côté terrain, je pense qu'il y a une pléthore de joueurs devant lui. Ouais, il a peut-être pas écrit une page de l'histoire du PSG, mais il a au moins écrit une petite ligne, on se souviendra de lui. Allez, on se fait une petite pause vidéo avec une compile qu'on vous a préparée sur les plus beaux gestes, sur nos artistes de notre Ligue 1 qu'on va commenter. Et évidemment, vous pouvez aussi commenter sur le chat avec nous si ça vous rappelle des bons souvenirs. J'en profite pour vous rappeler de suivre la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats. Ça, vous avez le petit cœur là juste en dessous pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Ligue 1 Legends une fois par mois, mais il y aura aussi les émissions Pass Day, il y a la, j'ai oublié la Orange Ligue 1, voilà, oui, je n'arrivais plus à trouver dans quel ordre il fallait le dire. La Orange Ligue 1, évidemment, à suivre si vous kiffez. Tu peux aller te servir un autre café si tu as besoin. Faut m'excuser, mais moi, à l'heure actuelle, il est 3h42. J'ai une excuse. Oh là, oui, là, t'as un bon prétexte. T'as une bonne excuse, là. Ouais, ça va. On va te réveiller avec du Sofiane Bouffal et du Pascal Feinduno si ça te va. Ah on est bon là on est très très bon. Let's go. En fait, pour expliquer ce principe, avec Samy, on s'est posé autour de la table, on s'est dit, tiens, si on devait dire 10 dribbleurs, 10 joueurs qui ont marqué de leur empreinte la Ligue 1 ces 20-25 dernières années par leur science du geste, de la technique, qui c'est qu'on mettrait, là par exemple, on commence avec un bout de bouse, et c'est vrai que c'est une compilation avec des gestes, des buts soyeux. Là, il va y avoir du petit pont, évidemment, il y a du brésilien, il y a du belge, vous en doutez, il y a du marocain, on n'y échappe pas avec Samy, et un petit peu bordelais parce que Pascal Feinduno, ça reste quelque chose, quoi. Que des beaux gestes. Oui, moi là-bas, c'était un de ces artistes. Il avait un talent, ce mec, c'était incroyable. C'est dommage que derrière, c'était peut-être pas le plus grand des professionnels, parce que le talent était là. Hein. C'est vrai qu'il aurait pu. Il a pas eu à part Bordeaux, de top club, il aurait pu prétendre quand même à des choses intéressantes. Et en plus, sa meilleure sélection, c'est à Saint-Étienne. Hein. Parce qu'à Bordeaux, il a été remplaçant, et la saison où il est vraiment titulaire, c'est 2003-2004. Donc après le départ de Paoletta, de mémoire, et du coup, c'était moins évident à assumer ce rôle-là dans une équipe qui était en construction. Alors moi, c'est bien, je découvre le top. J'ai pas vu encore les images. J'ai pas encore vu du Hatem. Je pense que ça va pas trop tarder. Corentin Jean qui veut mêler Neymar. Oh là là, oui. Le geste là, on n'apprécie pas là. Hop là, la Lambretta. Il y a un artiste qui vous a particulièrement marqué, Jean-Marc, durant ce 21e siècle? Bon, il y a quand même des joueurs où on voit des images fantastiques comme maintenant comme Messi ou comme
oui, c'est ça, voilà, Messi ou celui du PSG là, ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment des artistes qui sont capables de réaliser des trucs fantastiques. Après, l'histoire du dribble, il est très important, mais quand tu es entraîneur, c'est quels sont tes protocoles de jeu? Et c'est important d'avoir des dribbleurs. Mais aussi, le dribbleur, il faut qu'il sache aussi de temps en temps jouer à 1 ou 2 touches de balle. Et c'est vrai que c'est très spectaculaire. Et pour le public, c'est fantastique. Mais comment, quelque part, dans les 30 derniers mètres, dans les zones de finition, tu es capable, après avoir respecté tous les protocoles, effectivement, de dribbler. Mais quand tu vois des joueurs comme Messi ou Mbappé dans leur dribble, c'est assez impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant. Et il y a un joueur où vous vous êtes dit avant le match, lui, je sais même pas quoi faire pour pouvoir vraiment pour pouvoir le contrer. Il y a rien à faire. Vous êtes déjà retrouvé désemparé devant un joueur? Non, moi par rapport à ça, pas du tout, parce que tu te rends compte que quelque part par les pairs aussi, parce que quand tu as des joueurs de couloir, des latéraux et tout ça, comment tu es capable, effectivement, par ton système collectif, de bloquer, et ça arrive très souvent avec Mbappé ou Messi, hein, on l'a vu ces 10 derniers matchs, comment, par ton système collectif et ton système, tes protocoles de jeu et ta capacité effectivement à être très très collectif, comment tu peux bloquer les joueurs? Oui, effectivement. Ça peut, tu peux bloquer les dribbleurs par ton système collectif, par tes relations par pair. Comme disait Zagallo, il était 4 fois champion du monde, 2 fois comme joueur, 2 fois comme entraîneur. Il disait, quand tu as une bonne paire, tu perds pas de match. Quand tu as 2 bonnes paires, tu gagnes tous les matchs. Bon, il exagérait un peu, mais c'est vrai que quand tu es entraîneur, comment tu arrives à construire des bonnes paires? Et là, tu peux bloquer les dribbleurs avec des bonnes paires. Il y en a quand même quelques-uns qui sont capables de percer à peu près toutes les défenses. Oh, mais là, de ce qu'on voit là, je viens de voir le petit Dembouz quand il était encore à Rennes. Visuellement, c'est fou. Hein. Visuellement, c'est quand même le dribble, ça reste quand même une part. Même si je sais que les entraîneurs sont pas forcément fans parce que ça peut être compliqué parfois. Le dribble visuellement pour un spectateur, ça reste quand même d'assez énorme, oui, quoi. Même si on peut pas forcément juger un joueur dessus. Par contre, je suis tout à fait en accord. Mais moi, je suis pas en désaccord avec le dribble. C'est juste quand tu es dans la zone de finition, quand tu as respecté les protocoles de jeu, nos protocoles de jeu, alors après tu peux dribbler. Mais c'est vrai que le dribble sur le plan visuel et pour le mec qui est dans le stade, c'est un truc, ça te fait monter au créneau, quoi. C'est vrai. C'est ça. T'es trop content. C'est presque équivalent à un but si on fait une hiérarchie de comment on se lève du spectacle. Non, mais c'est vrai. Il y a le but et après t'as le dribble, et c'est vrai que le dribble ça reste et nous c'est bien parce que voilà, on a une culture du dribble en France, on a des joueurs qui ont ce talent, qui ont cette qualité, puisqu'ils peuvent le pratiquer et l'apprendre sur les terrains. Il y a beaucoup d'infrastructures dans la rue, etc. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un dosage à trouver quand on est entraîneur comme vous, il y a un dosage à trouver entre utiliser justement ce talent brut. Tu te rends compte que nous, pourquoi les pays étrangers ne veulent que des Français? Parce qu'ils ont les capacités de créativité fantastiques. C'est ça. Et après, quand ils arrivent dans les clubs étrangers, tu te rends compte que après ils sont hyper disciplinés. Ils se rendent compte parce que par rapport au protocole que les entraîneurs étrangers leur mettent en place, ils sont hyper disciplinés, alors qu'ils sont très créatifs. Et c'est ce que veulent les étrangers. Ils veulent des joueurs très créatifs. Et c'est le cas de nos joueurs, c'est vrai. C'est ça. On du Jawad Zahiri là. Est-ce qu'on a retrouvé la vidéo de Jawad Zahiri qui jongle avec les glaçons? Des glaçons en boîte. Toujours. Bientôt. Ah, mais Jawad forcément, puis Bouffal, oui, on a mis un peu de Marocain. On s'est fait plaisir. Bouffal en plus, il a fait un très bon mondial. Il quitte le championnat de France malheureusement pour le Qatar.
Donc voilà, petite dédicace aussi à Sofiane Bouffal qu'on retrouve jeune à Lille, et il me semble qu'il y aura aussi quelques images à Angers. Donc voilà, ça reste quand même des artistes, même si c'est vrai que c'est rare de trouver un dribbleur qui a été, enfin généralement dribbleur c'est aussi associé à l'irrégularité, malheureusement. C'est quand même rare de trouver un gars qui vraiment, à part vraiment les très très grands, un gars qui était dribbleur et efficace. Ça. C'est exactement malheureusement. Ça. Ce serait trop beau de tout avoir aussi, Jean-Marc. Non, ça serait trop beau de t'avoir. Et puis en plus, t'as des défenseurs qui kiffent les dribbleurs et qui sont capables de leur piquer le ballon à tout moment. Parce que tu as des défenseurs qui sont capables effectivement d'être très très proches des dribbleurs et de leur choper le ballon. Et ça, il y a des fois, et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des déséquilibres dans le dribbleur à chaque match. Des fois, il y a des déséquilibres. Ouais, il y a un joueur que j'ai pas encore vu, c'est Marama Vaiuria, qui moi est un joueur qui m'a tellement fait rêver quand j'étais gosse, qui avait une qualité technique mais absolument incroyable. Et alors tous les buts qu'il mettait quasiment, c'était que des chefs-d'œuvre. C'est des classiques. Incroyable. Oui. Ah ouais, c'était complètement dingue. Franchement, en termes de créativité, j'ai difficilement vu mieux en Ligue 1, vraiment. C'est vrai. Ouais, bah écoutez, très belle compile. On s'est fait plaisir. C'était très sympa. C'était du miel. Ouais, on aime bien. C'était la petite pause vidéo tranquillement, et on peut reprendre avec donc notre dernier sujet, Samy. La légende oubliée de l'AS Monaco. Exactement. Toi, toi, t'es un ancien. Toi, t'es un ancien. T'es le plus ancien d'ailleurs de cette équipe. Ouais, du coup, toi, tu t'en souviens bien. Donc, ah oui, moi je l'ai vu jouer, je l'ai pratiqué sur console. Voilà, là les gars, on est sur du pur Made in Ligue 1 Legends aujourd'hui. Ça rentre parfaitement dans les clous. On parle d'un joueur que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, malheureusement pour eux, un joueur qui a évolué en Ligue 1 pendant 6 ans. De 93 à 99, une époque où la Ligue 1 s'appelait encore la Division 1 et où les équipements de foot étaient encore plus larges que l'ego de Zlatan Ibrahimovic. Donc vraiment, c'était une autre époque. Ce joueur, c'est Victor Ikpeba Noza. Le nom est important parce que voilà, le Noza, ça apporte un petit truc supplémentaire. Le Super Eagle nigérian qui fut donc surnommé le Prince de Monaco. Rien que ça. Je vais faire simple. Pour moi, c'est un gros kiff de faire cette chronique sur lui pour parler de ce joueur car Ikpeba, il incarne ma jeunesse. Il m'a fait rêver quand j'étais enfant, moi, avec ses performances monégasques, mais aussi avec le maillot du Nigeria. Vous savez, c'est vraiment, en fait, c'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure. De base, t'es supporter de Monaco, t'as switché quand QSI est arrivé. Mais totalement, oui, mais moi, mais Footix, je suis le Footix originel. Je suis. Là, j'aime bien l'OM depuis hier soir. J'aime bien l'OM. Il y a moyen Tu peux te lever juste pour voir le logo sur ton survêtement, s'il te plaît. C'est Chelsea. Je peux pas te montrer. C'est Chelsea. C'est bon, t'es Marseillais. mais voilà, vraiment, moi, j'aime bien aussi les beaux et bons joueurs et voilà. En plus, il m'a fait rêver aussi avec le Nigeria. Tu sais que j'aime bien le foot africain, que je le suivais déjà très jeune. Donc, avec les Super Eagles et avec Monaco, il a été très bon et il jouait avec une équipe de fou furieux aussi avec le Nigeria. Donc, je pense que ça a beaucoup aidé. Et Peba, pour ceux qui ne se rappellent pas aussi. Exactement. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était aussi le deuxième joueur le plus rapide de PS derrière Babangida. Les puristes s'en souviendront, mais c'était les deux flèches dans ce jeu vidéo à l'époque et moi j'aimais beaucoup le prendre parce qu'il allait très très vite. C'était un incontournable, même sur FIFA, il était chaud. Donc vraiment la sortie du gardien kamikaze. Ouais. D'ailleurs c'est où ça? C'est quoi ce club? Ben oui. Regarde-moi ça. Pour une fois, c'est pas Grégory, mais bon. Pour une fois, c'est pas Grégory. J'étais obligé. Mais on va se faire un petit récapitulatif de sa carrière avant son arrivée à Monaco. Ikpeba, il se fait connaître à 16 ans. Il est surclassé lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Arabie Saoudite en 89. Le Nigeria fait une très bonne Coupe du Monde. Il s'y distingue. Et ils atteignent la finale face au Portugal, d'ailleurs, en 89. Ils perdent la finale face au Portugal, mais ils tapent dans l'œil des recruteurs belges du RFC Liège, qu'ils font venir en Europe directement, malgré son très jeune âge. Sur place, Ikpeba, il gère tout, pas besoin d'adaptation. Il est tout de suite au niveau.
Il laissera d'ailleurs une très belle image en Belgique et il sera même élu meilleur étranger du championnat sur sa dernière saison. Il y a son sens du but, sa rapidité et sa faculté d'intégration qui font de lui en fait un prospect super intéressant à l'époque et qui va attirer d'ailleurs l'œil des recruteurs du Rocher, et notamment d'Arsène Wenger. C'est Arsène Wenger qui ira le chercher en 93, c'est le grand saut. Il fonce, Monaco fonce sur la pépite nigériane. Il a alors 20 ans, il est tout jeune, il arrive en Ligue 1 et il arrive dans un très grand club. Attention, peuplé de stars à tous les niveaux. C'est un très grand Monaco. C'est simple. Durant ces années monégasques, on va juste énumérer la concurrence qu'il va affronter sans jamais réussir, enfin sans jamais finir sur le banc. C'est un joueur qui a toujours réussi. Voilà, c'est un joueur qui a toujours réussi à se faire une place dans cet effectif. Weah, Klinsmann, Sonny Anderson, David Trezeguet, Youri Djorkaeff, Thierry Henry, Endoram, tous ces joueurs-là vont évoluer avec Ikpeba et il va quand même réussir à tirer son épingle du jeu. Et ça, c'est impressionnant quand même. C'est que du lourd qu'il a côtoyé et il aura toujours eu du temps de jeu. Ces 6 années, il va au-delà aussi de son style très africain quand il arrive, où d'ailleurs ça va un peu faire grincer des dents au tout début parce que voilà, manque d'altruisme, beaucoup dans le 1 contre 1, beaucoup dans la provocation. Il va petit à petit en fait épurer son jeu et développer des nouvelles qualités, notamment son jeu de tête. Il avait un jeu de tête redoutable malgré sa petite taille et il jouera 6 saisons pleines à Monaco, aussi entre super sub et titulaire important. Ikpeba, c'est 170 matchs joués avec Monaco pour 55 buts et 7 passes décisives. Pour vous dire, il est à ce jour le meilleur buteur, le meilleur buteur de l'AS Monaco sur la scène européenne. Ça montre quand même le bonhomme, alors qu'il a quitté le club il y a 24 ans quand même. Donc et il est toujours le leader en Coupe d'Europe des meilleurs buteurs pour Monaco. Donc voilà, on comprend maintenant le surnom Prince de Monaco. Son sourire en plus est ancré dans la tête des supporters monégasques qui ont vécu de très belles années avec lui. Champion de France avec Monaco en 97, il garnit aussi son palmarès en sélection avec, tu l'as dit tout à l'heure Adrien, les Jeux Olympiques d'Atlanta, la médaille d'or avec une génération, alors les gars, une génération de fous, Okocha, Babayaro, Taribo West, Amokachi, Amunike, Olysée, Kanou, bref. Tu comprends pourquoi ils ont gagné l'or en fait en 96. Il y avait juste à lire les noms sur. Il y avait d'ailleurs Wilson Oruma. J'ai trouvé ça très marrant. Ouais. Je savais pas qu'il était dans cet effectif. Mais on voit quand même. On dit de Ronaldo. Exactement. Donc voilà, quand même grosse carrière, que ce soit à Monaco et en sélection, malgré qu'avec les A, voilà, plusieurs échecs, notamment le 8e de finale en 98 avec cet échec lourd contre le Danemark. Ça reste quand même une carrière, que ce soit en club avec Monaco et en sélection, assez impressionnante. En 99, Ikpeba, il est au top, il a 26 ans, il veut voir autre chose, qu'on peut comprendre. Il décide de céder un petit peu aux sirènes de la Bundesliga, championnat à l'époque, c'est pas comme maintenant, réputé très physique. C'était très compliqué de s'y imposer physiquement. Ce départ, malheureusement, marquera la fin de sa carrière au très haut niveau, puisque il rejoint le Borussia Dortmund, qui a été champion d'Europe, il me semble, 2 ans auparavant, en 97. Avec Matthias Sammer, c'est quand même un gros club européen. Pour lui, c'est une vraie étape. Malheureusement, tout le monde pense que c'est le début de quelque chose, puisque on se dit qu'il a performé en Division 1. C'est parti pour lui, et c'est vraiment c'est un tournant de sa carrière, parce que en fait, son intégration en Allemagne, elle est très compliquée. Sa situation familiale n'aide pas non plus. Sa femme décède d'un cancer foudroyant durant le courant de l'année 2000. Pour beaucoup d'ailleurs, c'est une formule que lui-même a repris. Sa femme est partie avec les ailes du super eagle qu'il était, et il le confirmera lui-même plus tard. Elle le laisse seul avec ses 3 enfants. Il essaiera de reprendre goût au football en s'essayant à la Liga. Il va aussi avoir quelques destinations exotiques comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Mais on sent que l'envie n'était plus là. À seulement 32 ans, Victor Ikpeba, il décide de prendre sa retraite et il revient vivre à Monaco avec toute sa famille. Malgré une triste fin de carrière, comme vous pouvez le voir, il aura laissé quand même un souvenir impérissable aux supporters monégasques et du championnat de France. Merci pour tout, Victor. Jean-Marc, j'ai senti à certains moments que c'était un joueur qui vous avait plu. Oui, beaucoup. C'est un joueur qui m'a beaucoup plu. Et comme il le disait, il était très très doué de la tête, alors que c'est pas un joueur de grande taille. C'est un peu comme Benjamin Nivet, il était très très doué de la tête aussi.
très doué de la tête. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup marqué l'AS Monaco, oui. Beaucoup marqué. Il m'a beaucoup plu, ouais, c'est vrai, beaucoup plu. T'as connu un peu toi, Adrien, ou pas? Non, malheureusement, j'étais trop jeune pour cette époque de la Ligue 1. Mon premier souvenir, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, moi c'est Paoletta qui met un triplé à Nantes, le 5-0 en 2000-2001. Donc là, j'étais trop. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai connu la grande équipe du Nigeria. J'ai rattrapé ça, j'ai vu des images pour d'autres émissions. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert notamment Ikpeba. Et c'est vrai que le talent, quand je vois les images, moi, ce que j'adore, c'est le côté instinctif du dribble, du crochet, quoi, le déplacement, le but qu'il met contre Marseille, où Porato, en gros, le voit venir et il se dit tiens, mais je peux pas sortir parce qu'il a surgi tellement de nulle part. Moi, j'adore ce type de joueur. Et comme t'as dit, en plus, ce qui est dommage, c'est que vraiment, Monaco, il était vraiment très très bon, et Dortmund à ce moment-là, c'était génial. C'était un club qui était au sommet avant de connaître vraiment un gros creux dans les années 2000. Franchement, tout était réuni pour qu'il décolle. Et frustration forcément. Après, sa meilleure période aura été à Monaco. Et c'est vrai que t'as raison d'insister. Même moi, en regardant pour préparer cette émission, le record, alors que tu t'as dit, il y a déjà eu d'immenses attaquants. Et il y en a eu d'autres. Après, il y a eu les Morientes, les persos, tout ça qui sont arrivés à Monaco. Ça reste le recordman de buts sur la scène européenne du club du Rocher. Donc c'est quelque chose, ouais. Merci Samy pour cette belle chronique. Merci à vous. Vilevski également qui te félicite pour cette belle chronique sur le chat. Merci. C'était vraiment kiffant. Même moi aussi, c'est vrai que c'est pas un joueur que j'ai connu. Donc du coup, pour le coup, j'ai appris. Ça, c'était kiffant. On va entrer dans la dernière ligne droite de cette émission avec le traditionnel quiz dorénavant. Amaury, est-ce que tu es là? Je suis là, messieurs. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Parfaitement. C'est parfait. Magnifique. Alors, Alexandre vous l'a déjà dit en début d'émission, j'ai changé au dernier moment le sujet du quiz pour qu'il n'y ait aucune triche et aucune tentative de triche parmi certains. J'ai décidé de prendre un sujet qui paraît très simple comme ça, mais vous allez voir, les réponses vont vite être difficiles à déglutir. Il y a 79 clubs qui ont joué en Ligue 1 depuis la création du championnat. Vous allez devoir me les citer, et c'est par élimination. Ah ouais. Le premier qui se plante est éliminé. Le premier qui se plante est éliminé, exactement, Alex. J'ai presque envie de corser en enlevant les clubs qui jouent actuellement en Ligue 1. Oh non. Ah, Samy, déjà, tu commences à... Mais non, très bien. En plus, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, ce serait mieux parce que, voilà, c'est comme ça, on passe les 20, ouais. En vrai, ça ira plus. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti, on va commencer. Honneur à l'invité. Exactement. Jean-Marc. Voilà, citez-moi, tout simplement, un club qui a joué en Ligue 1 depuis le début de la création du championnat. Le GFCA. Ouais, Gazélec. Tout à fait. On va prendre Samy. Grenoble, bien sûr. Des très bons souvenirs pour toi, Grenoble, Samy. Alex. Bastia, bien sûr. Bon, je me demande quelle va être la réponse de notre ami Adrien. Allez, on va directement passer sur les vannes, tout ça. On esquive. Exactement. Bon, ça va. On commence doucement, pas d'éliminer pour le premier tour, ça aurait été dommage. Jean-Marc, à vous pour le deuxième tour. Non, moi je suis pas doué pour ça, mais je vais dire Sedan. Sedan, bien sûr. Bien sûr. Club historique. À toi, Samy. Oui. Le Havre. Le Havre, bien sûr, le plus vieux club de France. Ça, c'était facile. Exactement. Alex. Arles-Avignon, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça sort les grosses cartouches déjà. Ouais, bien sûr. Ça, c'est sûr. Oh là. Si ça, c'est une grosse cartouche, il y a des clubs qui vont être beaucoup plus compliqués. Si vous arrivez à les sortir, bravo à vous. Vous maîtrisez le championnat sur le bout des doigts. Adrien. Guingamp, bien sûr. Jean-Marc. Bon, maintenant, on va pas citer les 20 qui sont là. Je sais plus. Qu'est-ce que je pourrais dire Angoulême, je vérifie. L'AS Angoulême a joué 3 saisons en première division.
Ouais, ça, j'aurais jamais eu. Fallait alors là, celui. Ouais. Voilà. Jean-Marc commence et dit ouais, moi je suis pas très bon à ces jeux-là. Oui, voilà. Il y a un professionnel, il y a la trois autres. Le problème, c'est que t'as des trucs qui te reviennent, tu vois. On va voir s'il y en a un club qui revient pour Samy. Istres. Istres, bien sûr, le FC Istres. Ah, pas mal. Eh oui. Maillot violet. Exactement. Alex. Laurent Courtois. Ryu au cage. Sochaux, bien sûr. Qui a longtemps été le club le plus vieux, enfin qui est resté le plus longtemps en Ligue 1. Adrien. Le FC Metz. Le FC Metz, bien sûr. Jean-Marc. Je sais pas, je vais dire des conneries. Peut-être 7. 7. Non, je vais dire Cannes. Cannes. Bah, vous savez quoi, je vous les donne les deux. FC 7, FC 7 c'est 16 saisons en première division, et la Cannes bien sûr, avec un petit joueur pas trop mal qui a gagné un ballon d'or aussi. Oui. Oui. Samy. Boulogne. Boulogne bien sûr. Boulogne. Oui, vaut mieux. Une saison. Pas Boulogne-Billancourt. Ouais, ça c'est sûr. Non, j'aurais dû Boulby sinon. Boulogne, une seule saison. Alex. Ouais, pas facile. Châteauroux, oui. Oui. Bien sûr. Bien vu. On est plus habitués à les voir en Ligue 2, mais ils ont joué en Ligue 1. Avec Dalmat, non avec Dalmat et Algérino. Ouais, une seule saison en Ligue 1 à Châteauroux. Adrien. Ouais. Le Mans. Le Mans, bien sûr. On est tous fans de Matsui ici. Jean-Marc. Je sais plus. Aïe. Je sais plus, je vais dire une équipe du Nord, je sais pas, Dunkerque, au hasard. Dunkerque n'a pas eu de club en première division. Oh. D'accord. Ça aurait pu, hein. J'ai pensé aussi en préparant le quiz que Dunkerque aurait pu avoir, notamment dans les premières années du championnat, mais non. Ça nous fait malheureusement Jean-Marc premier éliminé, mais qui avait donné quand même 2 réponses en un au tour précédent. On va voir si... Eh oui. Samy. Valenciennes. Valenciennes, bien sûr, le VAFC. Alex. Comment il s'appelait déjà ce club? Angoulême, c'est déjà donné. C'est Non, c'était pas ça. Auxerre, on l'a pas dit? Auxerre, on l'a pas dit. Ils sont en Ligue 1. Ils sont en Ligue 1. Ils sont en Ligue 1. Merci, alors, mais oui, c'est vrai, je suis bête. Bah, Saint-Etienne. Saint-Etienne, ça marche très bien. Voilà. Donc en fait, on peut dire 40 réponses. Non, c'est juste pour savoir. Okay. C'est pas ça. Non, mais c'est juste pour savoir. Si tu donnes un club de Ligue 1, je ne considère pas comme une erreur, tu dois juste trouver un autre club. Parce qu'il est juste. Voilà. Tu peux dire des clubs de Ligue 2, quoi, c'est simple. Voilà, exactement. Bon, il y a un club, les clubs de Ligue 2, tu en as déjà donné quelques-uns. Adrien, tu peux en donner un autre? Caen. Je crois qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit Caen. Non, on l'a pas dit. On n'a pas dit. Et du coup, ça passe pour toi. Samy. Ouais, le DFCO, Dijon. Dijon, bien sûr. Ouais, Dijon. La Garde. Nice est encore en Ligue 1, Alex. C'est à moi là? Oui, c'est à toi. Oui. Pas mal. C'est le décalage horaire, Ça passe pour Bastia, Adrien. Toulon. Combien de saisons pour Toulon? La caisse noire de Toulon, bien sûr. Oui, la caisse. Toulon, à ne pas confondre avec une équipe qui a été en Ligue 1. Toulon, c'est 12 saisons en première division. Samy. Eh oui. Guignon, ça marche. Alex. Oui. Martigues, ça c'est... Martigues. C'est pas mal ça. Oui, monsieur. Martigues, c'est pas une, c'est pas deux, c'est 3 saisons en première division. Putain, en Ligue 1. avec leur maillot sang et or, ils ont comme Lens. Voilà, mais du Sud. Ouais. Adrien. Evian-Thonon-Gaillard. Evian-Thonon-Gaillard, bien sûr. Alors je crois que ça s'appelle plus comme ça. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Ça a un autre nom maintenant. Ça a été... Ouais, exactement, comme Arles. Mais on va pas perdre plus de temps, Samy. Attendez, parce que sur le chat, c'est en train de râler en me disant que je triche parce que j'avais déjà dit Bastia. J'ai parlé du Sporting Club de Bastia en premier et après du CA Bastia. Il a bien précisé. Hein. Il n'y a absolument aucune triche. Ah, ceci dit, la parenthèse. Je vérifie, mais effectivement, c'est moi qui m'étais trompé. Le CA Bastia n'a pas joué en Ligue 1. Donc, parce que je le SC Bastia, oui. Sérieux ? Voilà. Ouais. Donc, merci, au revoir. Mais non.
Mais c'est... Ouais, alors le chat a très bien réagi, c'est une erreur de ma part, à laquelle tu as pu profiter pendant quelques courts instants, Alex, ouais. Mais tant mieux, j'ai envie de te dire. Si t'es éliminé maintenant, tu... Eh oui. Ah, je suis choqué là. Adrien. Je suis persuadé. L'AS Nancy-Lorraine. L'AS Nancy-Lorraine, bien sûr. Ça se joue maintenant entre Adrien et Samy. Wow, c'est vrai, l'AS Nancy, c'est dur. J'en ai deux, mais je sais pas s'ils ont joué en Ligue 1. Ah bah écoute, tente. C'était soit Rouen, soit Wascal, mais je pense que les deux n'ont pas joué en Ligue 1. On va dire Rouen. Attends, hein. FC Rouen, 19 saisons. Ouh. C'est pas mal. C'est pas mal. Adrien. Je vais dire Laval. Laval, bien sûr. Laval, allez. Ils ont joué en Ligue 1 à Laval. Attention, on gagne pas de temps, monsieur Mochtabi, on vous voit venir. Mais arrête, j'ai joué en Ligue 1 là-bas, moi. Bien sûr. Voilà. J'ai joué en Ligue 1 là-bas. les tangos. Avec de la montagne. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Ouais, non. Wascal, mais après, je pense pas qu'ils aient joué en Ligue 1. Non, du tout. Alors. Putain, à chaque fois je perds contre Adrien en finale. Attends. Parce qu'Adrien, il te reste encore une réponse. Parce que vous êtes sur le même tour. Donc si Adrien, tu te trompes, c'est relancé. Le Tour FC. Son club. Bah oui, Tour, bien sûr. Et voilà, Adrien, grand vainqueur de ce quiz. Il y a quand même des noms qui ont été très compliqués à sortir, mais voilà, il y avait le club français qui n'existe plus, il y a... Ah mais il y a un Red Star, il n'y a pas Matra Racing, tout ça. Voilà, il y a hier, il y a le SC Nîmois, Limoges, le Paris FC. Mais Nîmes a joué à... Mais oui, Nîmes, on l'a zappé, ouais. Voilà, non, il y en a beaucoup, Mulhouse, Alès, Antibes, les Cessiors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je suis deg de m'être planté sur le CA Bastia. J'étais persuadé que c'était monté une fois. Luznac. Ah bah non. Ça aurait pu. Ça aurait pu. On les a censurés, les pauvres. En tout cas, si vous voulez, parmi le chat, si vous voulez tenter vous aussi de retrouver tous les clubs qui ont pu jouer en Ligue 1 en première division, c'est sur le site de la Ligue 1 Uber Eats. C'est un sport club qui est disponible voilà, gratuitement à la disposition de tous. Voilà. Et bravo encore une fois à Adrien. Eh ben on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, bravo Adrien pour cette nouvelle victoire dans le quiz. Décidément le roi des quiz. Hein. Merci Jean-Marc pour d'être venu. Merci. Franchement, c'était un vrai plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci. Et merci Samy pour tes belles chroniques également. Merci à vous. Au revoir. Et bonne nuit Alex. Hein. Ouais. Là je file direct dans la chambre. Là, on sent que t'es en train de partir là. Non, franchement ça va. Non, franchement ça va. Si, merci à vous sur le chat. Vous avez été nombreux, ça fait super plaisir. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour le prochain Ligue 1 Legends. Mais n'oubliez pas, encore pas mal d'émissions sur la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats, Passe D, l'Orange dit Ligue 1. Cette fois, j'ai dit du premier coup. J'espère que vous apprécierez. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Ciao. Merci. Salut. Merci. Ciao.